Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On reste en Bolivie. Alors pourquoi, si on a fait une vidéo il y a quelques jours sur le thème de la crise politique en Bolivie? Eh ben, parce que à l'image de ce qui se passe en Bolivie, où finalement le mouvement populaire est un peu divisé, en rupture entre, on va dire, deux camps, non? Le camp de l'ancien président Evo Morales et le camp de l'actuel président Luis Arce. Eh ben, la vidéo que nous avons faite il y a quelques jours avec une personne qui était plutôt proche des positions, évidemment, de Evo Morales, eh ben, a généré aussi des réactions chez d'autres personnes qui suivent les deux rives, avec qui nous avons aussi de bons rapports. Et donc, nous sommes cette fois-ci avec Ringo Guzman, qui est membre d'Arlac, qui est une association de solidarité avec l'Amérique latine belge. Voilà. Et donc, qui a pris contact avec moi après avoir vu la vidéo, qui manifestait son désir de donner son point de vue, parce que c'est un point de vue, alors on va le voir, différent de celui de Luis Martinez, qui a un point de vue, celui de Ringo, un peu plus, on va dire, aligné sur l'actuel président Luis Arce. Et aux deux rives, on a décidé d'écouter les deux points de vue. Je dois préciser quelque chose avant de donner la parole à Ringo, que cet échauffouré, cet affrontement en Bolivie au sein finalement du mouvement populaire embête un peu le camp national populaire progressiste latino-américain qui aimerait voir une Bolivie unie où il y ait des possibilités de régler les contentieux au sein des instances du parti ou du gouvernement. Visiblement, on est arrivé quand même à un point de rupture. On va discuter de ça avec Ringo. Et donc, c'est assez normal quand on est dans le monde de l'Amérique latine, bah, d'avoir des connaissances, voire des amis dans les deux camps. Et donc, ça me met moi personnellement dans une position que je n'aime pas du tout, qui est la position du gars tiède, tiédasse, sans saveur, qui a le cul entre deux chaises. J'ai horreur de ça. Mais il se trouve que là, voilà, pour respecter un peu les deux bords qui ont des arguments à faire entendre, nous avons décidé de donner à Ringo la possibilité de s'exprimer et de donner son point de vue. Donc Ringo, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. On est à Bruxelles, il commence à faire froid. Ouais, tant mieux. Et oui, l'hiver C'est arrive normal. sur l'Europe qui va rentrer Ouais. en crise énergétique. Vous allez payer un peu cher votre chauffage. Bon, Ringo, tu as écouté donc l'interview que nous avons fait avec lui il y a quelque temps. Tu m'as envoyé un message. Je voudrais qu'on revienne avec toi sur les origines de la rupture entre Evo Morales et Luis Arce. Puisqu'on se rappelle que c'est Evo Morales, donc l'ancien président de la Bolivie, qui avait choisi Luis Arce pour lui succéder aux élections, non? Donc, comment en est-on arrivé là? Et il y a un processus long, de longue haleine qui se développe en Bolivie au sein de MAS, où la dynamique interne du parti est devenue très autoritaire et la place des mouvements sociaux qui étaient à l'origine du parti a commencé à baisser de moins en moins. Donc, c'est cette dynamique qui en fond qu'on ne le voit pas tout de suite, mais qui s'exprime par exemple dans les conflits de type Nice, va marquer déjà une différence et puis, et peu à peu, les organisations doivent juste valider les décisions faites par le gouvernement en général. Je ne parle pas seulement d'Evo Morales. En général, la dynamique de ces partis, et qu'à la base, il faut se souvenir, sont trois organisations fondatrices à laquelle s'ajoutent après sept autres organisations. Mais globalement, c'est six organisations nationales qui sont extrêmement puissantes historiquement, qui sont à la base de ces partis. Donc, il y a une perte de dynamique et ça devient un parti d'appareil. Et dans cette phase-là, il commence à avoir des persistants problèmes. Un des problèmes, c'est que Evo Morales, que nous avons soutenu toujours, donc on est toujours dans les processus de soutien à la révolution en Bolivie. Donc on est du camp de la révolution, mais il commence à avoir des problèmes. Un des problèmes qu'il est très difficile de préciser si on ne connaît pas l'intérieur du MAS, c'est
que autour de Morales gravitent différentes personnes et différents secteurs qui un peu ils flottent et ils savaient tantôt les soutiens, le refus. C'était comme un petit roi avec des courtisans autour d'eux qui jouent un rôle de basculement, parfois de flottement. Dans cette dynamique, Morales, c'est un trait de personnalité, il y a des autres qui sont positifs, mais c'est un de ces traits de personnes très particuliers, c'est quelqu'un qui aime avoir en permanence des éloges. Il a besoin d'être entouré de gens qui lui disent tu es super, tu es magnifique. Un exemple, il y a un mois, de ce qu'on appelle les adulateurs, voilà c'est le clan des adulateurs, il les juge équivalent à Jésus. Pourquoi pas, mais compliqué. C'est un Et peu le donc, problème de de toutes les personnes au pouvoir, non? D'être entouré par des courtisans. Qu'est-ce qui fait un peu la différence dans ce cas-là? la différence, c'est que ceci s'intronisent à l'intérieur et deviennent un système pareil à ce qui se passait avec les jésuites à l'époque de la guerre de religion. Ils vont entourer le pape et le pape ne verra que la position ou les intérêts de cette compagnie de Jésus et les autres qui seulement priaient, ils seront peu à peu écartés et deviendront de plus en plus en conflit avec cette dynamique. Donc, ce qui va entériné, c'est un processus dans lequel la direction n'est plus collective, d'où il commence à se commettre de plus en plus d'erreurs. L'erreur marquante qui détermine la dynamique actuelle, c'est le fait de la décision d'Evo Morales de se présenter une nouvelle fois comme candidat quand la constitution que lui-même a aidé à écrire, qui a inspiré, ne le permettait pas. À ce moment-là, les groupes de courtisans, les adulateurs, ont misé dans l'oreille de Morales. Ce n'est pas la première fois qu'il tenait un soutien presque total de la population. Il fallait aller de l'avant. Mais la population n'a pas soutenu le référendum pour modifier la constitution, pour installer un régime, comme il y a en Belgique, hein, que c'est des réélections indéfinies, n'importe qui peut se présenter autant de fois qu'il le décide, tant qu'il y a le soutien de la population. Là-bas, il y avait une limitation pour changer ça. Il y a eu, fin de 2018, le plébiscite, et ce plébiscite a été refusé par la population. Oui, alors Ça, c'est là que commence le problème. ça vient pas comme ça, hein, la décision de Morales. On se rappelle que Chavez en 2009 et aussi Rafael Correa en 2016 ont modifié les constitutions par référendum dans le cas de Chavez ou par le Parlement dans le cas de Correa pour passer à la réélection continue, hein, qui est une Oui, il y a un manière problème. de Oui, mais pérenniser, le problème, c'est hmm, qui est une il y a manière un de problème, pérenniser. c'est que Oui. c'est refusé. C'est Voilà, oui, refusé. C'est ça le problème. voilà. Et donc, que va Donc, faire? la question c'est de savoir si c'est refusé, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est là que commence le problème. Il a le droit de se présenter, le parti a cru que c'était nécessaire, ça a été fait, tout le monde a participé, mais le résultat, il est négatif. La population ne veut pas d'une nouvelle réélection d'Evo Morales. Alors, à ce moment-là, la dynamique qui était à l'intérieur du MAP va faire que quelqu'un qui habite en Belgique, un expert bolivien constitutionnel, va trouver la formule pour tromper la décision populaire. Et c'est laquelle? On va dire que Evo Morales a le droit humain de se présenter comme candidat, comme s'il y avait un droit humain qui ne pourrait pas être bafoué en leur refusant une réélection. Quand vous allez à la rue et vous traversez le feu rouge et il y a un accident, c'est votre responsabilité. Si vous après vous dites que vous avez le droit humain de traverser la rue quand vous voulez, ça pose des problèmes. La question des droits humains par rapport à la question électorale n'est pas très proche. Oui. Oui, et donc c'est une subterfuge. Ce subterfuge, qu'est-ce qui va amener? Qu'est-ce que est le résultat? Que les gens qui ne voulaient pas la réélection pour X raisons vont devenir de plus en plus critiques opposants au gouvernement. Et parmi ces gens-là, il y a l'intelligence, les universités, les couches moyennes. Dans ce secteur-là, la trahison, oui, la trahison à la volonté populaire en refusant de suivre la volonté populaire, ça va poser énormément de questions. Donc, c'est sur ce fond-là qu'il y a une rupture
avec cette rupture, on va quand même aux élections. Les élections sont gagnées, mais comme il y avait cette ambiance de dire qu'on n'avait pas accepté les résultats, la droite, qui a toujours créé partout des fraudes, aura une certaine base. C'est-à-dire que pas mal de gens honnêtes vont croire qu'effectivement les processus étaient entachés de fraude, ce qui n'est pas vrai. N'est pas vrai, c'est une volonté de la OEA, les Américains, de casser avec une campagne haineuse, disons qu'il y avait une fraude, il n'y avait pas de fraude, mais la situation politique avait changé. Et la perception de ce changement n'a pas été acceptée par Evo Morales et par son entourage. Et donc, au moment qu'on a créé ça, on a créé un grave problème, et ce grave problème persiste aujourd'hui. Pour une partie de la population, être du masse, des gens qui trompent, qui sont des tricheries, qui ne sont pas honnêtes, qui contournent les jeux quand ça ne leur convient pas. Alors, on va faire peut-être un petit résumé. On va pas s'attarder sur le gouvernement de facto de Jeanine Agnès. Juste rappeler qu'il y a eu donc un coup d'État à la suite de ces élections. Pendant 2 ans, donc c'est les néolibéraux classiques, racistes, qui maintenaient le pays sous un régime d'apartheid, qui vont reprendre le pouvoir. Et à la suite de ça, donc, et des pressions aussi du MAS, qui à l'époque, donc on parle de 2020, font des pressions pour aller aux élections. Et donc, il y a un candidat qui est choisi, qui est Luis Arce. Luis Arce, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Ça a été le ministre de l'économie d'Evo Morales pendant 9 ans. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, Mais c'est... Oui, avant ça, il y a un petit détail. C'est petit, mais ça pèse. Evo Morales avait plusieurs fois répété maintes fois que si jamais il se retrouvait dans la situation qu'il y a un putsch, il allait résister au putsch tel agenda. Oui. Moi, bah, je lui, ne il est demande mort, pas hein. que Il n'a pas Morales aille résisté mort, longtemps, le il est mort. public meurt. Voilà, on a résisté de tout, et c'est honteux. C'est Mm. honteux. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, le cas de Chavez, hein, c'est un bon cas aussi. C'est pas Allende s'est immolé, mais Chavez n'a pas renoncé et il a défendu de sa vie en disant qu'il n'a pas renoncé. C'est ça qui va retourner la situation quand les soldats vont comprendre que c'est pas renoncé, simplement il est kidnappé par l'armée. Et ici, on voit une autre situation. Vous cherchez les images, vous allez voir à Evo Morales qui pleure à l'aéroport. Quand on lui demande pourquoi il quitte le gouvernement, le pays, il dit parce qu'il aura des morts et aussi parce qu'ils veulent brûler la maison de ma soeur. Oui, on peut bien se demander quelle importance a la maison de sa soeur pour donner un spectacle pareil. Il y a un truc. Une chose, c'est pas s'immoler, une autre, c'est sortir en courant de cette manière. Donc, je pense que ce n'est pas bon que nos dirigeants s'immolent parce que précisément l'exemple d'Allende, c'était négatif. Finalement, c'était bon comme leçon morale, mais ça a coupé la tête à une direction qui, par la suite, aura très mal à retrouver un leader. Mais ici, on est très loin de ça. Donc, cet aspect est important parce que la démocratie n'est pas arrivée du ciel. Les élections n'ont pas tombé du ciel. Ce n'est pas la volonté de Pushiti ni des Américains de faire des élections. C'est la pression de la rue. Mais il faut se demander qui a résisté le putsch. Les gens qu'aujourd'hui sont au gouvernement, Choquehuanca, Arce, tous ces gens-là, ils sont passés à la résistance. Ces Ouais. gens-là, ils ont été à la tête de ce mouvement qui a donné des massacres, qui a donné lieu à des souffrances pour la population. Qu'est-ce Oui. qui s'est passé avec les adulateurs qui sont à la base du problème, en quelque part? La plupart se sont cassés dans les ambassades et se sont retrouvés, on ne sait pas comment, à Buenos Aires. Evo Morales est au Mexique, les courtisans sont à Buenos Aires. Et on les demande de venir à Buenos Aires parce que c'est plus près de la Bolivie, évidemment, et Ok. avec le soutien du gouvernement argentin, bon, Morales s'installe là. Alors moi, je C'est comprends. parti à son tour par la suite. J'entends l'argument. Alors, moi, j'aimerais quand même le tempérer parce qu'il me semble que Hugo Moldis, donc, qui a conseiller de Luis Arce, était aussi dans une ambassade. Choquehuanca passait un temps de l'autre côté de la frontière du lac Titicaca au Pérou, histoire de reposer un peu le chose. Ça reste un peu modéré. En tout cas, on sent, quand tu nous racontes ça, on sent qu'il y a vraiment une tension
qui date de cette époque-là. Donc, on a bien entendu. Et donc, il n'empêche que, donc, en accord pour le coup avec Evo Morales, Luis Arce est déclaré comme le candidat. Luis Arce gagne de manière très large d'ailleurs. Il n'y a pas de contestation possible. Si ma mémoire est bonne, il gagne avec 57% des voix. Et qu'est-ce qui a précipité? Est-ce qu'on est passé de petits désaccords en petits désaccords? Est-ce que Evo voulait considérer Luis Arce finalement comme un pion et essayer finalement de diriger le pays depuis l'Argentine ou le Mexique? Comment ça s'est passé? Parce que et on a bien compris dans ce que tu viens de dire, là, la rupture est très forte, non? Mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que ça a été petit à petit? Est-ce que ça a été d'un bloc? En fait, une fois que c'est Evo Morales qui a décidé choisir à Arce, en fait, c'était pas Arce, c'était Choquehuanca, y deuxièmement, c'était Andrónico Rodríguez, actuellement président du Sénat, qui devait venir comme colistier. Mais c'était un accord d'un congrès du MAS dans le pays, mais qui a été changé directement par Evo Morales Buenos Aires, ce qui était c'est positif finalement, parce que la figure de Arce a aidé un peu à colmater les erreurs commis vis-à-vis de cette petite bourgeoisie et les habitants de villes et des gens qui sont dans les couches moyennes. Ces gens-là se sont vus représenter mieux dans la figure de Arce, que c'est un très grand économiste. À les motifs profonds, probables, ça on ne peut pas le savoir, mais c'est très probable, pour lesquels a été porté le choix aussi, ce n'est pas négligeable, c'est que dans l'entourage d'Evo Morales, l'intellectuel économiste Arce avait peu de possibilités de s'entendre avec Choquehuanca, qui est connu pour être d'une certaine dynamique anti très particulière. Et donc, ils se sont dit, nous ne vont jamais coller. Et donc, lui, il servirait comme arbitre dans cette dynamique où les gens devraient chercher leur légitimité auprès du chef. Hmm, hmm. Il y a un détail qui n'est pas très connu, mais qui est aussi important par la suite, c'est le suivant. Pour que les organisations fondatrices, les grandes organisations nationales puissent soutenir cette élection de Arce, oui, Choquehuanca, il y avait une condition. La condition, c'était que Evo Morales ne revient pas au pouvoir, ni les adulateurs. Donc, la crise actuelle ne provient pas par une décision du président qui ne veut pas qu'il lui se présente. Non, dans les partis, ils ont jugé que ce n'était pas bien qu'il revienne parce qu'il a beaucoup trop de problèmes. Et ces jeunes adulateurs ne sont pas seulement adulateurs, sont des corrompus. Ils se sont spécialisés dans la négociation des accords internationaux touchant les gaz, les secteurs miniers pour pouvoir toucher là des commissions. Donc, quand le gouvernement, quand il va avoir les élections, Evo, depuis là, il voit déjà avoir un rôle dirigeant derrière les rideaux, mais aussi son entourage d'adulateurs souhaite reprendre les questions clés de l'économie pour pouvoir continuer à profiter. Et c'est là qu'il commence à avoir des problèmes parce qu'en fait, Evo Morales voulait il avait sa propre liste de ministres, il avait déjà son propre organigramme, mais ça ne coïncidait pas du tout avec celui que Arce préparait en coordination avec les organisations sociales, parce que c'est là qu'est la différence. Aujourd'hui, à nouveau, c'est les organisations sociales qui sont consultées pour toutes les décisions importantes du gouvernement. Donc, on a repris la dynamique qu'il y avait au départ au gouvernement Evo Morales et qui s'est perdue par la suite. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a des différences profondes au niveau, là, on a bien compris en fait de ce que tu nous dis, d'essayer de placer ces gens dans des postes clés des entreprises publiques ou de l'économie bolivienne. Est-ce qu'il y a des grandes différences politiques et économiques? Est-ce qu'il y a deux projets réellement différents entre les deux? Il n'y a qu'un seul projet. C'est ça le problème. Le seul projet qui existe, c'est celui de Arce et celui du Parti MAS. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? La volonté d'Evo Morales de se faire choisir président. Il y a pas de position. Je vais donner un exemple. L'industrialisation. L'industrialisation n'a pas été développée vraiment dans les périodes antérieures. C'était une tâche à faire. Oui? Aujourd'hui,
une grande partie des revenus de l'État sont faits dans l'investissement des projets qui peuvent donner des résultats à moyen terme. Donc, aujourd'hui, l'effet pour la population, ça aurait été plus facile de faire encore des gestes comme des infrastructures sportives pour amadouer la population, mais Arce est extrêmement sérieux, il développe les bases économiques du pays. Donc, la différence, c'est qu'ici, on a un projet de patrie, un projet de politique, et c'est celui de toujours, l'historique. Mais dans les conditions actuelles, parce qu'entre-temps, il y a eu le putsch, entre-temps, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, il y a d'énormes difficultés parce que les choix faits, par exemple, pour l'industrialisation du lithium n'étaient pas bons. Les méthodes choisies dans les gouvernements antérieurs pour industrialiser le lithium, le système de raffinage n'est pas adéquat au type de lithium qu'il y a en Bolivie. Donc, c'est des pertes colossales pour les pays. Et donc, la différence, c'est que on a un gouvernement, bien ou mal, on a un gouvernement qui fonctionne. Les directrices sont celles qu'on connaît tout le monde, dont l'industrialisation du pays, les droits démocratiques. Et de l'autre côté, nous n'avons pas de programme. Ce que nous avons, c'est la volonté de revenir au pouvoir. Et c'est pour ça que les gens s'énervent beaucoup, parce qu'on n'a pas de discussion de fond. Il n'y Donc, a pas un programme contre notre programme. C'est vraiment triste, parce que la seule chose qui possède, c'est la réélection, le besoin de la réélection. Et là, vous tombez, par exemple, sur la plateforme politique d'Evo Morales lors de la marche qu'il y a eu cette semaine. Vous voyez qu'il n'y a aucune mesure politique ni économique. C'est juste la question qu'on veut absolument être candidat. alors justement, on va y venir petit à petit à cette marche. Il y a eu une grosse friction autour de la figure du parti, alors qui est revendiquée par les deux, non, évidemment. Qu'en est-il du parti? Puisque donc Evo Morales et ses partisans revendiquent la fondation et la paternité sur le parti. Il y a eu deux congrès qui se sont faits. Donc Louis Sarcé aussi revendique la présidence du parti. On est vraiment dans des situations de gouvernance parallèle. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce point de vue-là? Quel est le point de vue des arcistes, on va dire? On va te prendre un peu comme porte-parole, même si tu n'es pas un porte-parole, tu Je aides suis à même pas comprendre bolivien. aussi les points de vue. Hein? Oui, mais en fait, ce qui est très intéressant, cette question, je l'aime bien parce qu'en fait, il n'y a pas de discussion, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas de projet. Le projet qui fonctionne et qui est en train de se concrétiser, c'est celui du gouvernement. De l'autre côté, il y a seulement la question de la réélection. Pour les congrès et pour les partis, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je vais expliquer. La, la, le système électoral bolivien prévoit que pour qu'il y ait des élections, les candidats doivent être choisis dans des primaires. C'est leur loi, ça existe depuis la période d'Evo Morales. Ces primaires doivent être contrôlées, pas organisées, contrôlées par le pouvoir électoral, comme partout, c'est normal, prévoir, voir que les gens qui votent, ceux qui ont droit etc., sont payés les cotisations, voilà. Ça, ça un événement pareil, régulier, c'est le seul qui permet de choisir un candidat et ça d'être coordonné les tribunaux, par le pouvoir électoral. C'est la loi en Bolivie. Ce procès, le procès d'élection, n'a pas eu lieu. Pas encore. Il n'y a pas encore eu de primaire. Mais il y a un an, le 24 septembre de l'année passée, Evo Morales, dans une conférence de presse, s'est déclaré candidat du MAS sans aucun congrès, sans aucun séminaire, sans aucune. C'est une conférence de presse. Il est très mal conseillé parce que, à par la suite, il va, pour pouvoir colmater cette erreur incroyable, il va faire un congrès à sa mesure. Et ça, on l'appelle l'Aucaeña, que c'est une région à l'intérieur de la Bolivie dont se trouve son fief. On avait expliqué que les 5 organisations nationales ont un poids organisationnel. Quand vous êtes dans les partis socialistes français ou belges, c'est un parti de membres, même s'il y a des clans pour entrer à titre privé. Mais là, c'est des organisations qui structurent les partis. Non, ce n'est pas juste le vote par les individus. En Un moyenne, on mouvement de considère que mouvement, pour... le MAS. Exactement. Comment? C'est un mouvement de mouvement, le MAS. C'est assez- Voilà, et c'est sa particularité.
Et alors, quand ces mouvements de mouvement perd sa relation avec la base, c'est plus grave qu'ailleurs. Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe? En général, les congrès réguliers du MAS ont comme base organisationnelle que chaque des organisations nationales, 6, envoie en moyenne 12 représentants. Ça, c'est le système. Combien ont été admis dans les congrès organisés par Evo Morales? C'était 5 par organisation nationale. C'est n'importe quoi. Les congrès doivent avoir lieu sur plusieurs jours, mais quand les gens qui sont contre ces congrès se sont manifestés auprès des autorités, ils ont constaté qu'il n'était pas régulier dans son organisation, son appel, il n'y a pas la signature de son organisation nationale, donc il était précipité son annulation avant de les fermer pour qu'ils ne viennent pas la police à mettre les cadenas. Alors, ils ont fini eux-mêmes le congrès avec deux résultats évidents. Evo Morales est président du parti. Deux, il est le candidat du MAS. Trois, il s'expulse le président de la République. Ça, c'est la situation. C'est pour ça que c'est vraiment triste et pathétique ce qui se passe, parce qu'on ne discute pas sur des projets, on discute seulement la réélection d'Evo Morales qu'il a Alors, souhaité faire. Il y alors, a une autre Louis entrave. Sarcey a lui-même organisé un congrès du MAS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux Oui, mais sortes de que c'est régulière, que les organisations nationales ont signé les documents, ils ont contrôlé les participations. Il y a au meeting final, donc à la manifestation, il y a 1 250 000 personnes. Hein. Dans l'autre, il y avait 5 000. législatives. On parle de choses différentes. Les organisations nationales du MAS, celles qui sont valables, eux, ils ont décidé de faire ce congrès. Ce congrès est régulier et reconnu. C'est pour ça que le 2 mai de cette année, les autorités ont reconnu cette structure comme étant la légitime. Bien sûr que chaque fois qu'il y a une division, comme quand il y a un divorce, les gens se disputent, ils se chamaillent. Ça, je comprends. Mais ici, c'est les organisations qui ont la légitimité. Et de 6 organisations, il y a une seule qui soutient a Evo Morales, c'est celle des 6 fédérations de Cochabamba qui sont à la base de la production de feuilles de coca. Qui est fidèle à Evo Morales. Alors, Oui, c'est la seule les seules des 6, hein, des 6 grandes organisations. alors tu dis que donc, les organisations ont un poids énorme, la justice aussi a un poids énorme. Il y a aussi un affrontement sur ce thème-là. En Bolivie, les magistrats sont élus par la population, n'est-ce pas? Or, il se trouve que les magistrats arrivent au terme de leur mandat, mais leur élection a été retardée. Alors, il y a beaucoup qui jouent là, puisque, alors, du côté d'Evo Morales, on dit que Luis Arce fait retarder l'élection des magistrats, puisque une élection permettrait à ce que la population, dans sa majorité, élise des magistrats en faveur d'Evo Morales, et donc lui permette de pouvoir se représenter comme candidat. Du côté de Luis Arce, on a une toute autre vision. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, les magistrats mettaient terme de leur fonction la fin d'année, 31 décembre, je pense. Oui, là, ils devaient avoir un vote au Sénat. C'est pas la population en général, ne sont pas élus comme des candidats. Hein. C'est par les vagues du Sénat, du Congrès, qui sont confirmés dans leur poste. Des poules de différentes personnes qui sont postulées et ils doivent avoir une majorité pour voter. Dans les gens qui sont possibles d'être élus, il n'y a pas la garantie qu'Evo Morales pourrait avoir la base suffisante pour modifier la Constitution, parce que ça, on a sauté ça, la Constitution d'Evo Morales, oui, donne un nombre limité de possibilités d'être au pouvoir. Ça a été modifié avec cet élément particulier, ces droits humains. La haute cour, la haute cour est revenue sur cette position en revenant à la Constitution, a demandé l'avis des experts internationaux, dans ce cas aussi des experts constitutionnels qui sont auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme en siège au Costa Rica, et ils ont considéré, ce qui est évident, que la réélection indéfinie ne constitue pas un droit qui est d'accord au traité lié aux droits de l'homme. Non, n'a rien à voir, évidemment que n'a rien à voir, mais ça a été statué. Donc, il y a un empêchement
par le système électoral parce que Evo Morales ne peut pas se désigner lui-même tout seul, proclamer candidat sans passer par la primaire. Il n'y a pas eu de primaire. Le motif de division du MAS, c'est cette prononcé d'Evo Morales qui se constitue lui-même en candidat sans l'avis du parti. Ça, c'est le problème de la division. Et alors, Parce que si il aurait attendu les primaires, il gagne les primaires, c'est la position du parti MAS aujourd'hui. La position du parti MAS majoritaire, c'est qu'il doit avoir des primaires. Si Evo Morales gagne à l'intérieur du parti les primaires, tous les partis doivent se tenir à Evo Morales. Ils n'ont aucun problème pour ça. Ça, c'est la base de la discussion. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Evo Morales sait que s'il va à une élection transparente, régulière, contrôlée par les instances juridiques et électorales, non, il n'a qu'une chance de gagner à l'intérieur du match. C'est ça son problème. Donc, il y a l'empêchement juridique, il y a les problèmes des primaires et il y a la question de la corrélation de force à l'intérieur de son parti. Lui, il aujourd'hui n'est pas en condition d'imposer sa candidature. d'accord. Mais alors, justement, là, c'est une question que tout le monde se pose. Si Evo Morales euh, n'aurait pas gagné les primaires, si Evo Morales, tu vas certainement nous le dire, puisqu'il y a eu une manifestation, alors différentes interprétations de cette manifestation, mais ne représente finalement que peu de personnes au sein des organisations et finalement au sein du peuple, Evo Morales n'a pas été et n'est pas en situation d'inéligibilité. Il n'est pas dans le cas d'une Maria Corina Machado qui a violé la loi plusieurs fois, la loi vénézuélienne, qui a été condamnée et puis qui a demandé le bombardement du pays, le renforcement des sanctions, etc. Evo Morales n'est pas en situation d'inéligibilité en Bolivie. Donc la question est pourquoi tout simplement ne peut-il pas se présenter et qu'il y ait un candidat, Louis Sarcé ou autre en tout cas provenant des, hum, des organisations, Evo Morales, et puis de toute façon, je pense que ça amènerait à un deuxième tour face au camp des néolibéraux racistes qui ont dominé la Bolivie pendant plusieurs années. Si ça n'a pas pu être réalisé par des primaires, et bien que la différence se fasse dans un premier tour, finalement. C'est une solution. En fait, l'idéal serait de trouver une solution. Oui, ce que prévoit la loi et ce qu'on attend, c'est que les masses comme parti auraient un candidat. C'est ça la discussion. Oui, si Evo Morales peut se présenter avec une autre liste, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. La partie juridique sur son illégitimité pose des questions, pose des questions. Oui, il y a des problèmes d'interprétation dans les décisions de la Cour suprême parce qu'il y a eu surtout les postes publics à élection, il y a eu des critères. Il n'a pas été décidé spécifiquement par rapport à la question de Evo Morales. C'est une question générale. Dans cette question générale, il est sujet à interprétation si oui, c'est déjà éligible, il peut être élu ou pas. Il y a une discussion juridique, je ne me prononce pas parce que c'est la forme dont a été rédigée la décision qui pose des discussions aujourd'hui. Mais si on saute ces problèmes et on trouve une solution, ça pourrait être qu'Evo Morales se présente comme candidat, mais le problème c'est que Evo Morales doit probablement politiquement passer ou essayer d'apparaître comme le représentant du MAS. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la dispute. Parce que si depuis le départ, il dit, je suis candidat malgré les problèmes, je suis candidat, et les gens qui veulent de masse me soutenir, il n'aurait pas eu de toutes ces discussions. Parce que si lui, il a fait ces congrès maladroits, absurdes, qui n'a pas marché, et c'est parce que précisément, il voulait avoir les bons droits, la légalité ou le prestige du parti derrière son investiture. Donc, c'est pour ça qu'il y a la dispute. Je ne vois pas pour le moment de solution parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'est-ce qui s'est passé de la fin de l'année passée à aujourd'hui. Parce que c'est une dynamique politique et ça, c'est ça qui génère des réactions. Fin octobre, début novembre, devait se renouveler la présidente du Sénat, Ah, ah. Andrónico Rodríguez. Il est dans la fraction de Evo. Pour pouvoir conserver cette majorité, il devait faire un accord avec la droite qui est putschiste.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont passé un accord en 10 points, sont publics. Le point numéro 9, par exemple, dit que les prisonniers politiques méritent un procès, un traitement juste. De qui on parle en Bolivie de la droite, qui sont prisonniers politiques de la droite, sont des gens qui ont participé dans le putsch, et donc les responsables des violations des droits de l'homme, des massacres, de l'interruption du système juridique, la violation de la Constitution, ces gens-là, dans cet accord, sont traités de prisonniers politiques comme si c'était un problème d'opinion. Non, ce sont des graves crimes d'État, ils sont des crimes contre l'humanité. Et donc, pour pouvoir conserver la présidence, pour pouvoir conserver la présidence Oui, parce que le MAS, du Sénat, le groupe parlementaire du MAS étant divisé lui aussi, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, évidemment, il faut faire la majorité en se sorte fait avec la d'ajuster. droite. Hum. Oui, mais la majorité actuelle se fait avec la droite. Et là, je reviens à la question antérieure qu'on n'avait pas tout à fait fini. Les magistrats qui doivent être confirmés par le Sénat ne peut pas être parce que la majorité qui a Evo Morales avec la droite putschiste bloque la. Qu'est-ce que, quand on parle qu'il y a des problèmes économiques, évidemment qu'il y a des problèmes économiques parce que les lois de budget, par exemple, ou l'achat de dollars ou l'achat d'essence sont bloquées par décision de cet accord entre le secteur de Evo Morales et la droite putschiste. C'est Alors eux ça, ensemble qui empêchent le déroulement normal des activités au d'accord. pays. Donc, quand Evo Ah, ça Morales dit n'arrange ce rien, gouvernement évidemment, ne ça sert, empêche de il trouver y a des des solutions. Donc, je problèmes, pense que il est incapable, ouais. il faut Et savoir qu'il est incapable parce qu'il ne peut pas et le gouvernement ne peut pas exercer, le gouvernement est en train de préparer un référendum pour prendre des décisions parce que sinon on ne pourra pas finir le gouvernement normalement, mais là, ils vont essayer de le bloquer aussi. Parce que le mécanisme qu'il y a aujourd'hui, Evo Morales, si vous ne faites pas ce que je veux, donc être candidat, bon, le pays va être en flammes. J'ai fait un pronostic très négatif quand ça a commencé il y a longtemps. Et je pense que, étant donné le niveau de contradiction et les qualités peu politiques de la discussion, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de politique dans cette discussion, et on est devant à une situation très délicate. Je pense qu'il est très facilement que ceci soit utilisé par la droite, parce qu'ils sont déjà manipulés par la droite, ils votent ensemble à la droite, et ils finissent pour avoir plus qu'une tentative de putsch, une guerre civile. Ah, ça ne m'étonnerait pas si vous voyez la déclaration avant la marche qu'il y a eu cette semaine, la déclaration d'appel, il dit au début de la déclaration, Evo Morales dit, si on va passer à des formes plus radicales de lutte, on ne peut pas se tromper, on doit aller jusqu'au bout. oui, alors Qu'est-ce que ça veut dire ça? alors, je ne sais. Alors, je pense qu'il y a un truc de d'haranguer les foules de toute manière, puisque la marche a eu lieu. Bon, tu vas nous donner ton point de vue de la marche. On a entendu depuis les points de vue des partisans de Evo qu'elle a été un succès. La marche, en tout cas, est arrivée à la passe. Et puis, bah, le coup d'État n'a pas eu lieu. Le coup d'État que redoutait Louis Sarcé et ses partisans n'a pas eu lieu. Evo ne contrôle pas l'armée, ne contrôle pas la police, donc déjà ça enlève quand même pas mal de moyens pour faire tomber un gouvernement. Bon, aujourd'hui, en revanche, effectivement, il y a eu. Alors, ça s'est vu. Le pays a vu une marche. Depuis l'extérieur, on a vu la division. Ça, aucun problème. On a bien compris que le pays, enfin, le mouvement populaire, pas le pays, puisque le pays, il y a aussi 40% de néolibéraux partisans de l'apartheid. Le mouvement populaire est divisé, ça on l'a bien vu, on a bien compris. Alors, justement, tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Quel a été l'impact de la marche, selon toi? Parce que là, ça a l'air d'être fini. Voilà, c'est bon, la marche, elle est finie. Elle a été faite. Il y a eu une tentative de putsch il y a quelques mois de part des militaires. Ce putsch a existé. Et Evo Morales a dit qu'il n'existait pas. Il a dit que c'est un show. Il y a eu les tentatives de putsch. Heureusement que ça a été enragé par la décision de Arce de faire face aux putschistes avec ses ministres. Non, Et mais ça s'est arrêté là. Mais en fait, on est Gringo, dans un système. oui. Oui.
Non, non, Il y a un ils sont système. sur le putsch d'il y a quelques mois, parce que on peut pas dire que le putsch a été démonté parce que le président et ses ministres se sont présentés face au putsch Je peux armé. expliquer comment c'est passé alors. Je peux expliquer comment c'est passé alors. Parce que c'est ça qui s'est passé en fait, hein. Ouais, C'est ouais, ça non, qui s'est ouais, passé. mais moi, ça me paraît tellement Oui, surréaliste parce que si moi je viens entouré de 300 membres des forces spéciales armés jusqu'aux dents et que le président je veux le faire tomber se présente devant moi, bah, avec mes hommes on l'arrête parce qu'ils sont pas armés. Donc c'est vrai que ça a paru très surréaliste. Bon, de là à dire que c'est un oui, autogolpé, je ne mais sais la question, pas. oui, je comprends. Oui. Mais ça a paru. Mais il ne faut pas rester aux apparences parce qu'en fait, si le push était réussi, on ne dirait pas la même chose. Pourquoi Évidemment, ça n'a pas réussi? Oui, pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que le secteur de l'aviation n'a pas donné n'a pas donné les pas qui s'attendaient. Et donc, les autres forces qui étaient compromises dans le putsch n'ont pas décidé de bouger en voyant l'hésitation de la part de l'aviation. Ça, c'est le problème chez les organisateurs. Comment est-ce que ça s'est passé? Les militaires avaient fait des déclarations inopinées. Le président l'a appelé pour le démettre. Lui, il a dit oui, j'accepte la démission, j'ai eu tort, blabla. Je suis un espèce de patriote, j'accepte vaillamment la décision. Les jours du push le matin, il y a beaucoup d'informations il y a des mobilisations de militaires dans les régions. Et lui, le président, il est en réunion parce qu'il se lève très tôt en Bolivie. Ils sont déjà en réunion avec tous les cabinets, donc c'est élargi. Il y a de 100 personnes qui sont tous les hauts responsables de l'État. C'est pour ça que le push est à ce moment-là. Et lui, il appelle au putschiste, il lui dit, ah, je ne sais rien, je vais enquêter. Bon, en fait, il était dans les coups et ouais, finalement, n'a plus jamais été contacté. Il a refusé d'accord. de répondre au téléphone. Au moment que la place à Murillo était déjà cernée par des militaires, les centrales ouvrières ils sont appelées à occuper l'espace pour empêcher le putsch, pour défendre le gouvernement, tel que c'est Tout à fait. passé maintenant. Pour la marche, c'était la même chose. Tout Les à gens, la fait. nuit, n'ont pas resté à la place. Les Alors ministres, justement, oui, la place Murillo a été occupée effectivement par les présidents par les partisans du président Luis Arce. Donc finalement, la marche, la manifestation que avait convoquée Evo Morales, donc depuis l'intérieur du pays jusqu'à La Paz, bah finalement, ça n'a pas marché. alors ça n'a pas Ça n'a marché. pas marché. Ça dépendait du but Oui, parce que parce que le but oui, c'était, mais quel est l'objectif avoué d'Evo Morales? ah, je sais pas. Renverser le gouvernement, prendre le palais, c'est ça qu'il a dit. Alors ça, évidemment, si le but c'était Et la ça, deuxième étape, évidemment, ça n'a pas marché. Et encore heureux oui, d'ailleurs, puisque on ne veut pas non, soutenir ça n'a pas marché. l'État. Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, parce qu'il n'a pas eu de soutien des populations dans les villes où ils sont passés et à La Paz. C'est ça le problème. Ils s'attendaient d'être reçus comme des libérateurs. Ils sont rentrés par l'alto en car, en catimini, discrètement, n'ont pas rentré où l'attendait la police. Ils se sont infiltrés dans la ville. C'était alentour de 12 000 des gens qui venaient à la bagarre. Et finalement, la mobilisation qui était à l'intérieur pour défendre les palais présidentiels, les autres sites de gouvernement, n'ont pas pu être pris. Si à chaque fois que les putschistes et ici les gens qui aiment les coups de main ne réussissent pas, automatiquement, eux-mêmes ils disent que c'était pas vrai. C'est vrai, ils ont essayé, c'est public, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui serait passé si ça marche? Ouais, non, Le pays évidemment, serait aujourd'hui à évidemment. Évidemment, là, évidemment, le pays serait certainement en guerre civile. Alors justement, quels sont il y a des élections l'an prochain, en 2025. Quelle va être la situation politique et électorale? Alors, je voudrais aussi préciser que effectivement, devant cette rupture des pays amis de la Bolivie, depuis longtemps, des gouvernements amis ont essayé de résoudre le problème, ont essayé de parler aux deux protagonistes, peine perdue, hein, ça n'a pas marché. Il y a la médiation tentée par certains pays de la région pour essayer de résoudre le problème n'a pas marché. Donc, vers quoi on s'avance? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Puisque, mine de rien, le secteur de Evo Morales représente tout de même.
un poids électoral. Alors, soit on se place du côté d'Evo Morales et le poids est majoritaire, soit on se passe du côté de Luis Arce et donc le poids est réduit à une vingtaine de pourcents, comme tu nous as dit. Peu importe pour l'instant. Ce qui importe, c'est que le mouvement populaire, en tout cas, qui avait donné lieu à la révolution culturelle et démocratique en Bolivie, bah, est divisé. Et puis en embuscade, il y a la vieille oligarchie qui s'est partagé le pouvoir pendant 200 ans et qui est là et qui représente entre 35 et 40, en sachant qu'il lui faut 40% et 10 points d'écart pour gagner au premier tour. Comment tu vois le futur électoral là, immédiat en Bolivie? Comme la marche, telle que était la marche. C'est-à-dire que, un, on fait une marche faite par les membres du même parti contre son propre gouvernement. Deux, qu'on ne parvient pas à mobiliser le monde populaire qui reste à l'expectative, il ne prend pas parti dans cette marche, ce qui divise les gens, les démobilise. Et puis, nous voyons aussi que la droite laisse faire. La droite laisse faire parce qu'Evo Morales est en train d'attaquer de telle manière la base politique du pays et du gouvernement que finalement, c'est le principal opposant au gouvernement. Ok Ringo, merci pour cet éclairage. Ça va donner évidemment à réfléchir à tous ceux qui nous regardent, puisque je vous rappelle que sur les deux rives, on vous donne un autre point de vue pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc là, vous avez, on va dire, les deux points de vue. Vous allez pouvoir cogiter, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Merci à Ringo de nous avoir éclairé, Merci. d'avoir répondu à l'interview que nous avons fait il y a quelques jours de Luis Martinez. Merci à toi, Ringo. Merci à vous, hein. Merci, Joan.